Bon, mais je vais vous demander d'accueillir Godefroy Beauvalet, directeur général de l'école. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le député, merci d'être avec nous ce soir, puisque c'est quand même d'abord en salle que se déroule cette discussion, et puis pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube où tout cela sera diffusé. Donc je suis Godefroy Beauvalet, je suis directeur général de l'École des Mines, je suis très heureux de vous rassembler, de vous réunir ce soir pour ce qui est la première du cycle que nous avons appelé Décider, sachant que décider est quelque chose de complexe qui commence souvent bien avant qu'on ait l'impression d'avoir commencé à décider. Puis ça commence par définir de quoi on parle, mettre en problème, relever les enjeux et puis fabriquer les conditions de la légitimité et de l'efficacité de la décision. Parfois en France, on peut avoir l'impression qu'on prend beaucoup de décisions. Certaines sont même parfois suivies d'effets, paraît-il. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Nous avons voulu, avec Mines Paris Alumni, lancer ce cycle de conférences. C'est une tradition à l'École des Mines que de proposer aux élèves, aux anciens élèves, d'avoir des opportunités d'interaction de ce type avec des politiques. C'est une tradition qui s'était un peu perdue. Je me souviens que quand j'étais élève, nous allions le dimanche soir à l'époque c'était à Europe 1, mais Europe 1 n'était pas la même radio qu'aujourd'hui, pour des émissions où on côtoyait des gens qu'on n'avait pas rencontrés. On était très impressionnés et c'était passionnant. Alors maintenant, la radio n'est plus ce qu'elle était, donc on fait ça à l'école, dans cette salle V334 qui nous accueille aujourd'hui. C'est quand même d'abord un cycle qui a été imaginé et conçu par Philippe Calousdian, Théophile et l'équipe de Théophile Cantalop, qui n'est pas loin, et l'équipe de MPA. L'idée, c'est de créer des rencontres pour nous aider à comprendre ce que c'est qu'un choix politique, comment ça se fait, comment ça se travaille. Alors évidemment, on le fait avec des personnalités politiques de premier plan qui ont fait l'actualité, c'est votre cas, monsieur le député, pour aborder les thèmes qui font sens pour l'école, pour ses élèves, pour ses diplômés, l'écologie, l'énergie, le numérique, la souveraineté, peut-être aussi la place des ingénieurs, la place de la recherche, la place des sciences dans la société. Donc on va avoir des cycles, des saisons, le principe c'est de créer un débat constructif, respectueux, de confronter des idées et des faits. Alors si vous avez envie de popole, comme on dit, il y a le Canard enchaîné tous les mercredis, donc c'est pas la peine de chercher cela ce soir. On essaiera de rester en bonne intelligence, ce qui n'empêche pas la contradiction. L'idée, ça n'est pas l'unanimisme, ça n'est pas le consensus. On a le droit d'avoir bien sûr des convictions. On en parlera ce soir. Nous avons confié l'animation à un duo chercheur-expert. Alors le chercheur, c'est Robin Girard, qui est enseignant-chercheur à Mines Paris PSL et au centre Percé, si je ne me trompe. Merci d'être avec nous et d'être venu, peut-être pas exprès, mais de Sophia Antipolis, puisque le centre Percé est sur le campus Pierre Lafitte de Sophia Antipolis. Et puis Amaury Gatlet, qui est P17 et qui revient à l'école, qui est ingénieur en décarbonation. Merci surtout, monsieur le député, merci à votre équipe de nous avoir fait confiance et d'inaugurer ce format. Vous êtes député du Haut-Rhin depuis 2017. Vous avez été réélu, non pas une fois, mais deux fois depuis, en 2022 puis en 2024. Donc vous êtes dans votre troisième mandat. Vous êtes membre originellement, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, des Républicains depuis 2008. Vous êtes encarté à 18 ans. Puis vous aimez faire les choses jeunes, puisque vous avez été maire de Wattwiller en 2014. Vous étiez alors le plus jeune maire d'Alsace. Votre formation n'est pas d'ingénieur, vous avez fait Sciences Po si je ne me trompe, et vous êtes également membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Évidemment, je pense que vu de Haute-Alsace, c'est certainement particulièrement logique. Vous avez surtout en 2022 été nommé président de la commission d'enquête parlementaire visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, dont un certain nombre de gens ont pu suivre avec passion et trépidation les auditions, puisque ça a fait l'actualité à ce moment-là. Et vous avez rendu en octobre 2023 un rapport avec 30 propositions pour les 30 prochaines années. Donc on pourra discuter de comment ces propositions sont mises en œuvre ou pas, vieillissent ou pas. Voilà. Vous avez devant vous des ingénieurs de tous âges, passionnés par la vie de la
l'efficacité, avec la curiosité du fonctionnement des institutions. Donc, au-delà des sujets eux-mêmes, c'est aussi les méthodes, la manière de construire la décision politique qui nous intéresse. Et puis avec l'enjeu aussi de donner le goût de la politique, peut-être à un certain nombre de gens. Alors, s'ils sont là, c'est qu'ils sont un petit peu auto-sélectionnés, comme ayant déjà le sentiment que peut-être ils pourraient en avoir le goût. Vous savez, quand on est ingénieur, du moment que c'est suffisamment compliqué, on peut trouver que c'est intéressant. Donc, je ne doute pas qu'il y ait une forme de goût, mais on constate aussi qu'il y a très peu d'ingénieurs en politique, très peu de gens qui ont été formés en recherche en sciences en politique, et c'est sans doute dommage, parce que bien sûr on peut être expert auprès d'un politique, mais après tout, parfois on peut aussi se dire que ce qu'on a fait donne sens à un engagement politique, donc on peut parler de ça aussi. Nous sommes bien sûr dans un établissement public d'enseignement supérieur, nous avons une obligation de neutralité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter de ses convictions. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'afficher ses qualités comme étant la justification de ses convictions. C'est-à-dire, je suis ceci ou cela fonctionnaire, et donc je pense ça et j'ai raison. Ça, c'est la neutralité, mais ça n'empêche évidemment pas de discuter de ses convictions. Voilà, je veux enfin remercier Mediamine qui capte cet événement, et je vais sans plus tarder passer la parole à Philippe Calouzdian pour la deuxième partie de cette rapide introduction. Merci Godefroy. Dans cette école, on ne s'en rend pas compte quand on y est, on ne s'en rend peut-être pas compte une fois qu'on est sorti. Enfin, en général, on s'en rend compte une fois qu'on est sorti après quelques années d'études. On a appris des sciences dures, on est ingénieur, mais on a aussi appris une partie des sciences molles, ce qu'un de nos grands anciens, Claude Rivlin, appelait le mou, en plus du dur. Ce qui fait de la plupart d'entre nous d'excellents décideurs en entreprise. Et on a fait le constat, dans des discussions animées sur la vie de la cité et sur la vie du pays et du monde en général, avec les enjeux énergétiques et de souveraineté, qu'on avait finalement très peu de nos anciens dans le monde politique. On a Jean-Louis Bianco, mais en cherchant bien, on n'en trouve pas beaucoup d'autres. Et on s'est dit, mais c'est pas normal. Comment se fait-il qu'on a beaucoup de nos anciens qui sont à des postes de direction dans les entreprises et si peu dans le monde politique? Donc, on a voulu lancer ce cycle qu'on a appelé Décider, c'est pas par hasard, pour donner envie, enfin déjà mieux connaître et donner envie à nos élèves, futurs alumni et à nos alumni, de s'impliquer dans cette décision. Considérant que de par notre formation et de par nos parcours, on avait sûrement quelque chose à faire dans la cité, au-delà de simplement travailler dans le monde privé, où de toute façon les lois, tant qu'on est dans un état de droit, s'imposent à nous. Et donc, qui de mieux placé que ceux qui travaillent dans le monde privé pour aussi travailler dans le monde public et faire des allers-retours et permettre à notre système de mieux fonctionner par la circulation des talents. Donc merci beaucoup monsieur le député, merci Raphaël de venir parmi nous, merci à nos animateurs, et donc je vous souhaite une très bonne soirée et d'échange et d'apprentissage. Et alors, sans plus tarder, on va pouvoir commencer l'échange. Déjà, est-ce que monsieur le député, vous avez envie de réagir aux introductions faites par le directeur de l'école ou le directeur de l'association des alumni? Alors, peut-être deux éléments de présentation, un petit élément de contexte et puis un élément d'actualité pour lancer les débats. Vous l'avez dit, dans mon parcours, j'ai été élu très jeune maire de Wattwiller après des études en humanité, comme on aurait dit il y a quelques années, comme un de mes patrons le disait. Il n'empêche qu'avant de m'engager dans des études en sciences politiques et en droit, j'avais très très largement envisagé des études en sciences dures. J'avais commencé un cursus en école d'ingénieur, mais les campagnes électorales faisant, l'intérêt pour la vie politique, j'ai finalement bifurqué, c'est un terme à la mode, bifurqué vers une fac de droit. Je ne regrette rien, mais j'ai toujours cette sensibilité quand même technique, et sans vouloir être un technicien, parce que je n'en ai pas la formation, j'en ai néanmoins un minimum de la construction intellectuelle, puisque au moins jusqu'à un an après le bac, c'est bien ce cadre-là qui a un peu forgé mon esprit. Vous dire aussi, ici à l'école des mines, que je suis député, donc la 4e circonscription du Haut-Rhin, qui forme un croissant autour du bassin potassique. Voilà, je le dis ici à l'école des mines, c'est pas innocemment parce que
finalement, on a une des dernières mines qui était en fonctionnement en France, voire qu'il est encore, puisque, élément d'actualité, le tribunal administratif de Strasbourg vient de décider que les mesures de confinement du stockage géologique en couche profonde de déchets ultimes qui sied à Wittelsheim sous le nom de Stocamine est dans son bon droit. Et donc le tribunal administratif de Strasbourg vient de valider hier, je crois, le processus de cloisonnement de ce souterrain. Et puis peut-être un élément de contexte du coup, enfin de cadrage du coup, c'est ce qu'on s'est dit dans la préparation de la soirée. On peut s'amuser à discuter technique. Je ne suis pas sûr que ce soit là que le débat sera le plus intéressant parce qu'on va rentrer dans des contradictions de chiffres. Moi, je trouverais ça intéressant qu'on réfléchisse ce soir à c'est quoi la place de la politique dans la décision, y compris quand elle emporte des conséquences techniques, et l'énergie est un sujet particulièrement adapté pour ça. On discute beaucoup de techniques dans l'hémicycle, alors que, vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de techniciens dans l'hémicycle. Pourquoi ? Enfin, pour moi, c'est vraiment une interrogation, et j'espère que dans l'échange ce soir, vous arriverez à vous forger quelques convictions. Puis, dernier élément, du coup, pour ouvrir la discussion peut-être, on discute cette semaine de la PPL Grémier. Alors, pour tous ceux qui suivent l'énergie, on a une question qui est latente depuis 2 ans maintenant dans le pays, c'est quelle nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie ? Parce qu'on fait des programmations pluriannuelles de l'énergie et on trouve ça normal qu'il faille les réviser tous les 5 ans. Donc on a un taux de revoyure quand même de ces stratégies à moyen terme qui est quand même assez fréquent. Et à l'occasion de la précédente PPE, on a voté une loi qui a dit qu'il faudra que les PPE soient révisés périodiquement par la loi. Donc on a voté une loi qui dit qu'il faut une loi. Heureusement, vous n'êtes pas juriste, sinon votre sang aurait déjà fait le tour de vos veines. Résultat, ça fait 2 ans qu'on aurait dû voter une loi. Bon, on n'a pas voté de loi. Compte tenu du blocage politique du pays du moment, c'est plutôt un décret qui est en préparation, qui n'est rien d'autre que le mode de fonctionnement habituel de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Décret qui est en préparation depuis bien 1 an et demi, avec tout ce qu'il faut de consultation, de concertation, etc. Mais l'énergie, elle est au cœur des nouveaux clivages, finalement, de la vie politique, et beaucoup de mal à sortir ce décret. Et donc, le Premier ministre, à l'occasion de l'obligation qu'il a eue finalement de dire quelque chose sur l'énergie, a proposé un processus d'élaboration de la décision composé de la façon suivante. Un projet de décret qui a été assez vite contesté. Donc on a dit on fait un débat à l'Assemblée nationale non suivi de vote, article 50-1, ça a eu lieu le mois dernier. Et puis ensuite, on a un truc dans les tuyaux législatifs, ça s'appelle la PPL Grémier, c'est un truc qui a été pensé par un sénateur qui n'y comprend rien à l'énergie, qui n'y comprend rien à la norme. Il est de ma famille politique, mais bon, on n'est pas là pour faire de la langue de bois, à ne serait-ce que la construction de la place de l'énergie dans la loi, ou même à avoir une petite réflexion sur quelle devrait être la place de la loi dans la décision énergétique. Et donc on a un ramassis de trucs qui sont vachement sympas pour aller faire les plateaux télé en disant nous on veut X centrales nucléaires, on veut plus d'éoliennes, on veut ceci, on veut cela. Et le Premier ministre a trouvé que c'était une bonne idée de se dire tiens, et si on prenait ce vecteur législatif pour non pas voter une loi, mais tester les équilibres de force au sein de l'Assemblée nationale et s'inspirer des amendements qui pourraient être adoptés ou rejetés pour alimenter la réflexion sur la correction du décret qui sera alors pris, et ça a été annoncé par le ministre de l'Énergie la veille du début de la discussion de la PPL à l'Assemblée, après l'été. Alors, je n'avais pas lu, en tant que juriste dans la Constitution, le fait que la discussion au Parlement d'une PPL était une façon de borner un décret. Oh, pardon, vous êtes ingénieur. Je vous la refais. La Constitution, elle dit
il y a un pouvoir législatif qui revient au Parlement. Il fait la loi. La loi, elle a un certain périmètre qui est défini dans la Constitution. Il se trouve d'ailleurs que l'énergie, elle n'est pas dans le périmètre de la loi définie par la Constitution. Mais les grandes orientations économiques et sociales y sont. Et puis on a le domaine du règlement, les décrets, les règlements, les circulaires, qui sont la compétence du gouvernement. Puis chacun a son domaine, le domaine de la loi et le domaine du règlement. Et la relation, c'est une relation de subordination. Les décrets, hiérarchie des normes, les décrets doivent être compatibles avec la loi, doivent répondre de la loi, et puis une relation de contrôle, l'Assemblée nationale contrôle, le Parlement contrôle le gouvernement, et dans la quintessence du contrôle, c'est la capacité du Parlement, de l'Assemblée nationale à censurer le gouvernement. C'est ça les relations. Mais la relation du type, on va discuter des amendements qu'on va voter, et en fonction de la façon dont ces amendements auront été discutés ou votés, on va faire des décrets sans que la loi aille au bout de sa discussion, ça, ce n'est pas défini par la Constitution. C'est ce qui a commencé hier. Et donc hier, on a voté des choses exceptionnelles. Hier, on a voté le monopole de l'État dans la construction et l'exploitation des centrales nucléaires. On a voté la transformation d'EDF en EPIC. On a voté le fait que la France ne poursuivait pas comme stratégie de développer les éoliennes ou le solaire pour décarboner son mix énergétique. Tout ça en rassemblant des voix de partis qui ne sont jamais d'accord pour faire des trucs complètement incohérents. Bref, quand on veut discuter d'une loi pour à la fin pondre un décret, on a ce qui s'est passé hier soir, et c'est toute la semaine en direct sur LCP. Merci beaucoup pour votre propos liminaire. On va passer aux questions de l'Assemblée. Alors déjà, donc ce soir, on va essayer d'aborder 3 sujets dans la veine de ce que vous avez indiqué dans votre propos liminaire. On va essayer de parler du rôle de la science et de l'expertise technique en politique. Et évidemment, on commencera par parler de l'impact des décisions qui ont été prises, alors qui n'ont peut-être pas d'effet, et qui ont été prises hier soir à l'Assemblée. On parlera du rapport du politique au temps long. On a beaucoup de débats sur les évolutions de filières, notamment sur les sujets nucléaires, le renouvelable, le stockage électrique, l'hydrogène. Donc on essaiera de parler de la manière qu'on a de prendre aujourd'hui des décisions qui nous engagent pour une durée qui dépasse la durée classique d'un mandat politique et qui est un sujet plutôt non résolu, dirait-on. Et puis on parlera un petit peu de politique énergétique, de stratégie industrielle et notamment de la place d'EDF dans la politique de réindustrialisation de l'État, vu que c'est un autre sujet chaud. Donc je passe la main à Robin pour lancer notre premier grand sujet. N'hésitez pas, cher auditoire, à intervenir au fur et à mesure si vous avez des questions, des remarques. Et on se lance donc sur le rôle de la science et l'expertise technique en politique, et notamment à l'Assemblée nationale, qui est bien différente du gouvernement et de ses administrations. Donc on a choisi de démarrer finalement par un sujet qui nous permet de faire un pas en arrière plutôt que de rentrer dans l'actualité brûlante. Mais évidemment, l'actualité nous aide à parler de ce sujet parce que c'est sûr que quand on... Alors hier soir, j'ai noté, comme vous, il y a aussi on est sorti du marché européen, il me semble aussi. Et puis... et donc, un des votes, sur le plan scientifique, il a été acté notamment que les énergies éoliennes, vous l'avez dit, et photovoltaïques, ce qui est écrit dans le texte, c'est que ce ne sont pas considérés comme des énergies bas carbone. Donc ça a été décidé par vote. Et donc bon, on comprend bien qu'il y a des décisions fortes qui impliquent des éléments scientifiques qui sont souvent beaucoup plus complexes que ce que je viens d'énoncer, qui sont entre les mains du politique. Et bon, on n'en est pas évidemment au cas aux États-Unis où quand des scientifiques vont dire quelque chose qui ne plaît pas, on les empêche de parler. Évidemment, on n'en est pas à ce point-là, mais on sent bien qu'il y a un besoin de nourrir les décisions politiques par de la science. À l'inverse, les scientifiques parfois se positionnent sur des sujets politiques sans en mesurer toute la dimension politique, en disant ce sont les faits qui parlent, mais en se rendant pas compte que les faits ils parlent pas aussi directement de ce qui est dit. Et donc on comprend bien que la relation entre la science et le politique, elle est vraiment cruciale. Alors il peut y avoir parfois des politiques qui vont choisir des scientifiques pour dire des choses qui les arrangent. Finalement, cette coordination, c'est quelque chose d'assez délicat, de pas facile à faire bien. On peut pas éviter tous les travers, évidemment,
mais la question qui est posée, c'est comment on s'organise et pour que cet échange se fasse correctement. Alors déjà, rien qu'en science, c'est pas évident de faire travailler les scientifiques ensemble pour qu'ils arrivent à des consensus. C'est Bachelard qui disait que la science, c'est pas seulement le fait d'essayer d'organiser les faits entre eux, mais aussi beaucoup et surtout d'organiser les gens et les esprits entre eux. Et c'est pas facile d'arriver à faire que les scientifiques parlent d'une voix, ou en tout cas qu'ils arrivent à converger sur certains points. Et la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est dans votre expérience, quels sont les organes qui servent à organiser ces échanges entre le politique et le scientifique? Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients? Alors bon, il y en a quelques-uns qu'on peut avoir en tête, mais vous en avez sans doute plus que moi. L'OPEX, les commissions parlementaires, le Haut Conseil pour le climat. Il y a tout un tas d'organes qui ont en fait qui remplissent en partie cette fonction. Du point de vue des scientifiques, jamais de manière satisfaisante, mais j'imagine que vous aussi, vous avez cette qualité de toujours vouloir faire mieux et pas être complètement satisfait de ce qui existe. Donc, quelle est votre vision quelque part sur cette question? Ma vision, d'abord, c'est que ce rapport du politique à la science, il est aujourd'hui challengé par ce qui challenge globalement notre société. C'est-à-dire la facilité de la disponibilité de l'information, la rapidité de sa circulation. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir accès à une information scientifique. C'est facile pour le décideur politique, c'est facile pour le citoyen. Mais est-ce que la disponibilité de cette information scientifique rend cette information compréhensible ? Et du coup, la question qui se pose, ce n'est plus la disponibilité de l'information, merci Internet, c'est la compréhension de l'information, l'interprétation de l'information. Et c'est le défi de notre société. C'est le défi peut-être même de l'humanité aujourd'hui, que de savoir armer les décideurs, et en politique, les décideurs, c'est les citoyens, en matière d'analyse de toutes ces informations. On le voit bien, et c'est pour ça que quel plaisir devant une assemblée d'ingénieurs de se dire qu'on ne va pas parler de chiffres. Il n'y a pas un débat politique où il n'y en a pas un qui se lève en disant oui, mais tel chiffre dans tel rapport dit ceci. Finalement, notre débat politique, il est devenu complètement aseptisé du choix politique. Et ma difficulté, je le dis de façon un peu provocante, celle que j'identifie, c'est que je pense qu'il y a trop de tentatives de science dans le débat politique. Et pas assez de politique. On ne discute plus assez de quel choix on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Et je le dis souvent, surtout après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, pardon de faire de la politique, moi je ne suis pas un alumni des mines, j'ai le droit ce soir, c'est que finalement, si on demandait aux politiques juste de faire le bien, ou de faire bien, ou de bien gérer, vraisemblablement, on n'aurait pas besoin de politique. Pour ça, on a une très bonne haute fonction publique, largement pénétrée par le corps des mines, des esprits bien structurés, qui sauront décider, prendre des décisions rationnelles, etc. Mais dans la construction d'une société, il y a une part d'irrationnel, il y a une part de choix, il y a une part d'option que ni la science, ni la connaissance, ni la technique ne peuvent trancher. Et c'est à ça que sert le politique. Et dans des débats comme l'énergie, on passe notre temps à oublier de débattre de ça et à s'écharper sur ouais, mais est-ce qu'on ne ferait pas plutôt des éoliennes ou des centrales nucléaires ? Mais en matière de choix de société, qu'est-ce que ça implique de prendre un chemin ou l'autre ? C'est le choix de société que les politiques doivent questionner. C'est en matière de choix de société que chacun des députés a une compétence. Mais moi, entendre Alma Dufour m'expliquer pourquoi c'est pas bien de construire une centrale nucléaire, ou Jean-Philippe Tanguy m'expliquer quel est le problème des éoliennes, ni l'une ni l'autre n'ont les compétences techniques pour le faire. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est ça. Du coup, quels organes de consultation par rapport à ça ? Je crois qu'on les a dévoyés aussi. Et je fais mon autocritique. Dans le rapport qu'on a rendu en 2023 avec Antoine Armand, une des préconisations, c'était de dire il faudrait peut-être que l'OPEX, donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, ait un rôle plus important en matière de politique énergétique, d'évaluation de la politique énergétique, etc. Après coup, je suis convaincu de l'inverse. L'OPEX n'est pas un outil pour faire de l'évaluation des politiques publiques.
L'OPEX est un outil antérieur à l'idée même de l'évaluation des politiques publiques. L'OPEX est un outil parlementaire qui doit chercher à comprendre quels seront les effets des évolutions scientifiques et techniques sur la société. Et ça, on ne le fait plus assez. Le rapport au temps a été complètement bousculé par les évolutions techniques et technologiques. On ne le traite pas assez. Et pourtant, dans tous les débats sur la désinformation, sur la démocratie, sur notre capacité à gérer les conflits internationaux. Hier, j'étais dans un collège, j'ai fait des interventions comme vous ce soir devant 2 classes de 3e. Première question qui me pose, Gaza. Enfin, moi, en 3e, Gaza, je ne savais pas où c'était, quoi. Moi, en 3e, quand j'étais en 3e, à la limite, c'était plus le conflit qui venait de se terminer. Ça devait être Tchécoslovaquie, quoique je suis un peu plus jeune que ça quand même. Enfin bref, je ne savais pas où c'était. La pénétration de l'accélération de la circulation des informations, l'incapacité à prendre du recul, ça, c'est un boulot pour l'OPEX. Ça, c'est un vrai boulot pour l'OPEX. En anticipation, l'IA, etc. Par contre, faire l'évaluation des politiques publiques, je ne crois pas que ce soit son boulot. Voilà, donc dans le fond, aujourd'hui, la difficulté pour moi, elle est davantage dans la multiplication d'organes concurrents en matière d'éclairage scientifique du décideur public et d'absence du débat politique et du sens qu'on veut donner aux décisions. Il n'y en a plus du tout. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 2017, l'État profond a accompagné un mouvement politique qui consistait à dire finalement, au XXIe siècle, dans un pays moderne, c'en est fini de la politique, nous allons élire des décideurs politiques qui vont faire des choix rationnels. Et on a voté pour Emmanuel Macron. Bon, on est à N+10, on peut parler du rétexte de ce choix. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la situation à l'Assemblée nationale en ce moment, vous avez mis en opposition ce que vous appelez l'État profond côté gouvernement qui élabore le décret de la PPE et d'un autre côté les parlementaires qui représentent le peuple et doivent voter pour le texte. Aujourd'hui, on voit une différence majeure, une sorte d'asymétrie entre ces deux institutions. L'une est dirigée par un ministre qui peut se poser une question et demander à une administration gigantesque des rapports éclairés et détaillés de brillants ingénieurs de l'école des mines ou du corps des mines, par exemple, d'avoir des réponses étayées à leurs questions. Et d'un autre côté, à l'Assemblée nationale, et c'est probablement la même chose au Sénat, l'expertise scientifique est plus diffuse. Vous avez des équipes parlementaires qui sont assez petites, là où les Américains, par exemple, ont rapidement des cabinets qui font une dizaine, une trentaine de personnes. En France, c'est beaucoup plus compliqué. La question de la taille des enveloppes parlementaires est un sujet qui a été récurrent et utilisé politiquement pour dénoncer le train de vie de l'État, notamment. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'articulation d'une décision prise en connaissance de cause par les députés par rapport au gouvernement qui, lui, dispose d'une puissance technique très forte? Et entre autres, est-ce que vous voyez d'autres outils que les commissions d'enquête parlementaires où vous faites venir des sachants, des académiques, des personnes de l'administration, des entreprises? Quels sont les autres organes qui existent aujourd'hui pour aider les parlementaires à savoir ce pourquoi ils votent? D'abord, c'est vrai que le ministre peut demander un rapport. Ce qui est intéressant, c'est que comme on voit souvent les ministres changer en ce moment, même s'ils posent des questions différentes, ils ont quand même toujours le même rapport qui revient. Et je le dis parce que dans le fond, la politique, c'est faire des choix. Choisir entre des options. La France est un vieux pays avec un système administratif qui est vieux et donc qui pénètre profondément les différentes instances et le corps des mines, les IX font partie de ce système. Mais du coup, parfois ça manque un peu de challenge. C'est-à-dire que si demain le gouvernement tombe, qu'on a un nouveau ministre de l'énergie, il va demander un rapport à son administration va lui produire le même rapport qu'elle a produit au ministre précédent, avec le même point de vue.
même si la commande pourrait être d'aller dans une autre direction politique. C'est pas une difficulté absente du débat politique. Y compris parfois pour disqualifier des opinions qu'on aurait besoin de disqualifier. C'est-à-dire qu'à force de penser que l'opinion est automatiquement disqualifiée, on ne l'étudie même pas correctement et on laisse prospérer le fait que cette option pourrait exister. Donc, pour moi, il y a quand même un petit sujet à ce niveau-là. Comment on challenge, du coup ? On pourrait se dire que, tiens, le pouvoir parlementaire pourrait être une contre-expertise. Mais c'est vrai que parlementaire, nous, on a une enveloppe de quelque chose comme 10 000 € par mois pour payer des collaborateurs. Avec ça, on paye brut salarial. Avec ça, on paye 3 collaborateurs en temps plein, début de carrière, où on ne peut pas se payer un docteur dans le domaine dans lequel on est. Si on considère qu'il n'y a pas qu'un domaine de spécialité parlementaire dans lequel on travaille, parce qu'il y a la vie en circonscription, il y a juste toute la logistique, etc. Donc c'est finalement des moyens très limités, là où effectivement un parlementaire américain a un staff avec des spécialistes qui va recruter, qui va chercher, etc. Est-ce que c'est nécessaire de surstaffer de staffer comme les parlementaires américains qui n'ont pas tout à fait le même job non plus que nous? Je ne crois pas, mais je trouve que ce serait quand même utile qu'on puisse avoir les moyens d'avoir un expert, au moins à temps partiel, sur les sujets sur lesquels on est vraiment spécialiste du coin. Après, on a des moyens d'accéder à l'expertise, c'est les auditions, c'est l'accès à une mission parlementaire, commission d'enquête, ok, mais il y a aussi un tas de missions d'information, etc., qu'on a dans les commissions. C'est rentrer, produire des rapports. Donc quand on produit un rapport, en fait, et c'est pour ça qu'on se bat pour produire des rapports, pas tant pour caler les étagères, que pour avoir pendant 6 mois un administrateur de l'Assemblée nationale qui est un haut fonctionnaire et qui va nous aider à rentrer en profondeur dans un sujet et à mettre en politique. Parce que c'est bien de maîtriser la technique, encore faut-il derrière mettre en politique. Et l'expertise des hauts fonctionnaires de l'Assemblée nationale, c'est pas une expertise technique, c'est la mise en politique. Et puis après, le dernier élément d'expertise, c'est l'expertise extérieure, c'est le lobbying. Alors le lobbying, c'est un grand mot méchant, etc. Mais enfin, ça veut dire qu'on peut échanger avec des entreprises privées qui peuvent nous faire valoir quelles sont leurs problématiques, échanger avec des syndicats de filières, par exemple. Le syndicat des énergies renouvelables, il ne fait pas moins de lobbying que Total, pas du tout, pour rester dans le domaine de l'énergie. Alors on peut se dire, mon Dieu, les lobbyistes, bon, mais quand tu réfléchis un petit peu à ce que tu fais, on t'en reçoit beaucoup, puis du coup tu les fais se contredire entre eux, et puis en confrontant leur point de vue, on dégage aussi une forme d'expertise. Il y a un truc, je me suis pas mal amusé après la commission d'enquête. On était à la relance du nucléaire, donc il y a une dizaine de start-up du nucléaire qui ont tous bénéficié de fonds 2030, donc ils sont venus voir les députés pour qu'on les aide à obtenir des fonds 2030. Donc moi je les écoutais pendant 3 quarts d'heure, et à la fin je leur posais 2 questions. Je dis, 1, pourquoi vous êtes meilleurs que tous les autres? Alors là, ils n'avaient pas de souci à répondre. Et je dis maintenant, 2, pourquoi les autres sont moins bons que vous? Là, ils avaient plus de mal à répondre, mais ils finissaient par répondre. Et bien, une fois qu'on a vu les 10, on commence à avoir une opinion assez solide, quoi. Est-ce que sur le côté gouvernement, il y a aussi la Cour des comptes qui fait des rapports? Alors, la Cour des comptes, ce qu'on a en accompagnement de la décision, c'est le Conseil d'État qui fait une étude d'impact. Normalement, il y a une étude d'impact qui accompagne chaque projet de loi du gouvernement, et donc qui est une source d'information pour le débat parlementaire. Mais c'est une étude d'impact qui est faite par le gouvernement pour justifier sa loi. Donc l'étude d'impact, elle ne challenge pas forcément très bien les alternatives. Elle justifie les choix du gouvernement. Est-ce qu'il y a des premières questions sur ce sujet de la part de l'audience? Alors les rapports de la Cour des comptes, c'est marrant à lire. Par exemple?
Moi, je suis toujours surpris. Alors là, j'ai des mandats locaux. Donc là, on a les chambres régionales des comptes qui font souvent des analyses. Quand on connaît bien les dossiers, on se dit bon, ils n'ont pas assez gratté. Et il y a plein de trucs qu'ils auraient pu dire. Il suffisait qu'ils posent les questions pour qu'on soit obligé de les répondre. Ils n'ont pas osé poser les questions, quoi. Donc, au niveau de la Cour des comptes, ils ont un peu plus de moyens que dans les chambres régionales des comptes. Le rapport des chambres régionales des comptes, c'est quand même assez médiocre, enfin de mon point de vue. Rapport des cours des comptes, c'est parfois assez politique aussi, hein, et parfois très opportun. Mais bon. Bonjour. Vous n'êtes pas à la Cour des comptes, non? C'est bon? Ok. Oui, je voulais revenir sur ce que vous aviez qualifié de choix de société ou de justification technique. Donc c'était l'exemple de un tel qui veut pas d'éolienne et l'autre qui veut pas de centrale nucléaire. Et du coup, pour moi, quand j'entends ça, je vois plutôt un choix de société derrière. Le choix de société de pas assumer le risque du nucléaire, ou le choix de société de pas détruire de paysages avec les éoliennes, de pas dépendre de la Chine pour l'importation des terres rares, etc. Et que ces choix-là, finalement, sont justifiés dans le débat par des justifications techniques, mais que cette technicité ne vient qu'après, qu'une fois le choix de société fait. Mais je trouve que dans le débat politique, le problème, c'est justement que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que je ne dis pas que le choix de société n'existe pas, mais c'est un non-dit. Et on va plutôt défendre le nucléaire que la disponibilité de l'énergie et son abondance, et on va plutôt défendre les éoliennes et le solaire que la sobriété, avec ses conséquences. Alors on va parler de sobriété, mais on va surtout pas parler des conséquences que ça peut avoir dans le quotidien. Et c'est ça que je dis dans le non-dit. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'on discute dans le fond des heures d'éoliennes ou de panneaux solaires à l'Assemblée. Par contre, qu'on ait un vrai débat de société en se disant mais non, nous on veut une société de la sobriété, de la réduction de la production, de la juste suffisance, de la stricte suffisance, de la suppression de tout le superflu au service du retour de la nature, ok. Mais il ne faut pas juste dire nous on veut la nature et des éoliennes. Il faut aussi dire très concrètement, dans le quotidien des Français, qu'est-ce que ça change? Pas seulement sur la facture. Qu'est-ce que ça change dans votre capacité à vous déplacer, votre capacité à échanger, votre capacité ou non à partir en vacances, etc. Et ça, c'est des non-dits. Parce que, dans le fond, tout le monde veut sauver les abeilles. Tout le monde veut sauver les abeilles. Mais personne ne veut payer son sucre plus cher. Tout le monde veut consommer français. Mais personne ne veut payer sa viande plus chère. Je dis tout le monde, personne, je caricature un peu, mais voilà. Et finalement, ça, c'est un peu les non-dits, quoi. Donc je ne dis pas que c'est absent, mais c'est tu. Peut-être pour réagir sur ça, il y a quand même une articulation avec le scientifique qui se fait dans ce genre de moment où on sépare finalement un choix comme deux alternatives que vous avez décrites selon vos connaissances, mais qui peut-être, si on étaye les choses sur le plan scientifique, on va pouvoir dire, en fait, développer le nucléaire, ça n'est pas exactement ce choix-là, parce que ça permet aussi de faire ceci. Développer les renouvelables, ça permet aussi peut-être de consommer et de garder le même confort. Et donc... entre le moment où on a un narratif autour de deux choix et ce qui sous-tend ce narratif, je pense qu'il peut y avoir du dialogue qui fait évoluer aussi les choses et les positions des uns et des autres. Non mais après voilà, on peut avoir des choix alternatifs et puis construire un compromis. Mais ça, c'est aussi le débat et la délibération. Hein. Le principe de la délibération, c'est pas seulement de choisir entre une option ou l'autre, mais c'est peut-être aussi de prendre des chemins de crête. Un exemple, tiens, pour sortir un peu de juste la technique. Hier soir, un des arguments massus du gouvernement et du rapporteur
sur le texte contre un certain nombre d'amendements qui venaient de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, c'était de dire « Ah, c'est pas compatible avec le droit européen ». Mais ça, c'est le recours de la technique juridique. Pas de la technique scientifique, de la technique juridique. Et moi, je suis levé dans l'hémicycle, à un moment donné, je dis oui, ok, le droit européen. Mais moi, je veux défendre mon opposition à ces amendements, non pas au nom du droit européen, mais au nom de ce que défend le droit européen. Le libre-échange. Parce que je crois que le libre-échange a amélioré le niveau de vie des Français. Parce que je crois que le libre-échange a permis la compétitivité de notre industrie. Parce que je crois que le libre-échange a permis l'augmentation du niveau de confort des Français et des Européens. Mais au lieu de dire ça, on a dit ah ouais non, c'est pas compatible avec le droit européen. Ah ben c'est sûr que en défendant l'Europe de cette façon-là, évidemment que les populismes y montent. Mais je crois qu'on peut aussi défendre le sens d'un certain nombre de règles, si tant est qu'on y croit. Vous dites tout à l'heure, il y a des non-dits. Est-ce que c'est uniquement des non-dits ou est-ce que c'est des non-sus ou des non-appréhendés ? Il y a des non-dits volontaires. On va vous amener un choix de société que vous ne voulez pas parce qu'on sait que si on vous dit l'issue, vous n'avez pas envie de faire l'effort. Enfin, clairement, hein, l'écologie, on est en plein là-dedans. Hein. Enfin, tout le monde, c'est ce que je disais, les abeilles, la production locale, mais enfin, les conséquences, on n'est pas prêt. Si on parlait que des conséquences, il y a des non-sus aussi. Je pense qu'il y a parfois de la naïveté dans le débat politique. Et je pense qu'il y a ces dernières années, et je le dis du haut de mes 35 ans, avec mes 8 ans d'expérience de parlementaire, 11 ans d'expérience élective, et surtout ma qualité future de député honoraire, puisque comme j'ai été élu 3 fois, si jamais je ne suis plus, je pourrais, ça y est, être député honoraire. J'ai appris ça aujourd'hui, je suis très heureux. À 38 ans, je serai député honoraire, c'est formidable. Alors vraiment, ça m'a refait ma journée. Il y a aussi de l'impensé de ce qu'est la politique. Et il y a eu un renouvellement trop rapide de la classe politique en 2017, puis en 2022, puis en 2024. Parce que la principale rupture en 2017, c'est qu'on a fait monter à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au cœur quand même du pouvoir de la République, des gens qui n'avaient aucune expérience politique et qui ne savaient pas ce qu'était la politique. Et dans le fond, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. Et résultat, on a eu des discussions techniques à l'Assemblée nationale comme on n'en avait jamais eu. Mais on a perdu la discussion du sens de la décision. Et ça s'est reproduit en 2022. Puisque c'était moderne de mettre des gens qui n'avaient jamais fait de politique en 2017, ça a été encore en 22, puis on l'a refait en 24, puisque dégagisme. Il y avait aussi du dégagisme avant, mais dans un système où la démocratie était organisée par l'alternance entre 2 partis de gouvernement. Chaque parti de gouvernement avait des stratégies de formation, de montée en compétence de ses cadres. Et quand on devenait député de droite de gouvernement ou de gauche de gouvernement, généralement on avait un petit cursus honorum. On s'était un peu brûlé les ailes en devenant maire. On s'était un peu confronté à la complexité d'un territoire en étant conseiller général. Et puis on devenait député après avoir expérimenté la difficulté de faire comprendre une vision à nos concitoyens. Ça, c'est plus le cas depuis 2017. Donc il n'y a plus de politique depuis 2017. Il n'y a plus que le gouvernement. Il n'y a plus que le gouvernement, et encore. Et encore. Enfin, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie. Et de tutelle de l'école privée. Ah merde. Question suivante. Non, je voudrais pas. Merci. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit plusieurs fois, à savoir la place de la technique à l'Assemblée. Vous dites que vous souhaiteriez qu'il y ait moins de technique à l'Assemblée et plus de politique.
J'en déduis que la vision que vous défendez, c'est on fait des choix politiques de société à l'Assemblée, le politique fait ces choix-là, et ensuite les choix techniques qui en découlent de manière logique, c'est plutôt à l'administration de les faire. Est-ce que par là, ça ne voudrait pas dire réduire un peu le champ d'action, le périmètre du politique, réduire son pouvoir aussi, parce qu'il ne contrôlerait plus la décision, c'est-à-dire le but et la manière, mais seulement le but et la manière découlerait logiquement. Et question subsidiaire, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une légitimité autre qu'électorale, mais également technique et experte, justement ? Alors évidemment, dans ces genres de choses, moi, je caricature un chouï quand même, parce que je pense que notre curseur est allé trop loin. Je ne dis pas qu'il y a trop de technique à l'Assemblée nationale, je dis que les débats dans l'hémicycle sont trop techniques. Que la place de l'expertise technique, elle n'est pas dans une confrontation entre députés qui ne sont pas des scientifiques, ou en tout cas ils ne sont pas là parce qu'ils sont scientifiques. Il y a peut-être des scientifiques dans les députés, mais leur légitimité en tant que député, elle ne vient pas du fait d'avoir fait ou pas une grande école. Je réponds souvent aux gens, la seule légitimité, les 4 conditions pour être député, c'est majeur, français, ses droits civiques et élu. Voilà, pas besoin d'autre chose, et on a eu de beaux exemples. La technique, elle doit être au bon endroit. Elle doit éclairer la préparation des débats. Mais quand on s'écharpe pour savoir s'il faut 1600 TWh d'énergie, si ces 1600 TWh, c'est de l'énergie primaire ou de l'énergie finale, franchement, dans l'hémicycle, il y en a peut-être, on est peut-être, allez, 20 ou 30 à pouvoir débattre de ça. Mais c'est un débat qu'on doit pouvoir avoir à 577 en vrai. Donc à partir du moment où on commence déjà à parler de ça, de ce genre de chiffres, on a un problème. Ensuite, deuxième élément, c'est la Constitution, elle tranche cette question. À la loi, les grands principes. Au règlement, c'est-à-dire au gouvernement, c'est-à-dire à la technostructure, l'application et la précision. Et quand on met dans la loi des éléments trop précis, on se crée nous-mêmes des problèmes. Et la question de l'énergie, elle est le symptôme de ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve à refaire des PPE qu'on voudrait légales tous les 5 ans. Mais qu'est-ce qui, d'un point de vue de ce qui relève du domaine de la loi, change tous les 5 ans ? Alors le monde de l'énergie a été bousculé ces 5 dernières années. Mais a priori, ce dont on aurait besoin, c'est d'une loi qui fixe un cap, qui permette vraiment le temps long. En disant, ouais, aujourd'hui, la vraie préoccupation, c'est la décarbonation. Alors, est-ce que dans 3 ans, il y aura un industriel qui aura sorti la super innovation de l'énergie osmotique qui réglera tous les problèmes de la planète par la rencontre des cours d'eau douce avec la mer qui est en eau salée ? Peut-être, j'en sais rien. Et j'espère qu'on n'aura pas besoin d'une loi pour intégrer ça et que ça pourrait être mis en œuvre directement. Ce n'est pas à la loi de dire il faut un tel pouillème ou pas d'énergie osmotique. Parce que si jamais la rupture technologique, elle débarque, il faudra qu'on change la loi ? Et si le Parlement il est dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, comment on fait ? Donc à la loi de fixer les grands objectifs, les grandes bornes. Et ensuite, oui, bien sûr qu'il y a un pouvoir à la technique, mais qui est contrôlé par le Parlement. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Le pouvoir technique, c'est le pouvoir du gouvernement, c'est le pouvoir de l'administration. Le Parlement contrôle ce pouvoir par les commissions d'enquête, par les missions d'information, par les questions au gouvernement. Et à ce moment-là, on peut, à un moment donné, dire ouais, là, il faudrait peut-être borner, là, vous allez trop loin, et puis si vraiment vous allez trop loin, là, on vous censure. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Parlement, il ne peut pas, par la loi, régler le moindre détail de la vie des gens. Alors c'est parfait parce que vous faites nos transitions. Donc on passe sur la partie du rapport entre le politique et le temps long. On avait un petit peu échangé avant, donc l'enchaînement est très naturel. Donc vous l'avez dit, la PPE met un petit peu de temps à accoucher. On a commencé à parler de cette PPE 3 en 2021. Et aujourd'hui, en 2025, elle est tout juste prête à sortir, mais pas encore tout à fait. Depuis 2021, on a connu une crise de courant sous contrainte et EDF a appris à résoudre le problème, à créer des machines pour réparer les centrales nucléaires. Depuis 2021, la consommation française de gaz a chuté de un peu plus de 20%. Depuis 2021, l'essentiel des projets d'énergie renouvelable qui se font hors de mécanismes de garantie des prix intègrent naturellement du stockage parce que les développeurs prennent leur part de risques et souhaitent l'essentiel désormais. Confère une enquête, une audition de Patrick Pouyanné sur une autre commission d'enquête qui doit s'appeler réindustrialisation.
Voilà, donc d'un côté, on a un monde énergétique qui bouge extrêmement vite, mais une PPE qui est faite tous les 5 ans. Bon, il est toujours possible de l'amender par voie réglementaire ou par voie légale. Donc, première question, comment est-ce qu'on met un petit peu plus de réactivité dans cette PPE et notamment, quels organes de gouvernance pour demain ne plus déléguer tout cela à la représentation nationale, mais plutôt à des organismes plus rapides. Mais pour autant, deuxième question, question subsidiaire, comment est-ce qu'on donne la stabilité nécessaire à la PPE et à ce qui en découle? En particulier, on pense à l'électrification des usages. Aujourd'hui, on a une politique de stop and go, par exemple, sur MaPrimeRénov' ou sur d'autres dispositifs de soutien de tel ou tel secteur, telle ou telle filière. Donc, d'un côté, comment est-ce qu'on se donne l'agilité nécessaire pour changer vite de braquet? Mais comment est-ce qu'on assure la stabilité et que l'alternance des différents gouvernements ne vont pas faire de la stratégie long terme de la tactique politicienne court terme? Alors, il y a un seul élément pour lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont vous posez la question, c'est-à-dire que l'alternance, elle peut être un facteur d'instabilité et de changement de choix. Voilà. Ça, c'est consubstantiel au débat démocratique. C'est d'ailleurs une des difficultés. C'est-à-dire que comme les choix ne changent pas de façon si radicale à l'occasion des alternances, quand il y en a, on cherche à changer les choix autrement. Et la montée en précision de la loi dans le domaine énergétique, par exemple, elle a une de ses conséquences de ne pas assumer des choix de changement de cap clair au moment des alternances. C'est-à-dire que plutôt que d'assumer un choix de société différent, eh ben on va cranter des petits éléments qui, d'une façon ou d'une autre, insidieusement, vont orienter vers quelque chose de plus subtil, qui, oui, on ne sort pas du nucléaire, mais on plafonne la capacité. Et puis progressivement, comme ça, on crante des choses sans vraiment dire quel est le choix alternatif qui est fait. Donc ça, c'est évidemment la difficulté. Moi, je reviens toujours à la même chose. Il faut que la loi soit de portée suffisamment générale pour qu'elle soit déjà compréhensible et qu'elle assure cette stabilité. Moi, je vois plein d'industriels, des start-up, des syndicats, de filières venir me voir en disant il faut tel niveau de détail dans la loi parce que pour garantir les investissements dans le temps, il faut que ce soit dans la loi, parce que comme ça c'est stable, parce que la loi elle ne change pas. Ce raisonnement nous a conduit à inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un niveau de normes supplémentaires pour garantir que ça bouge moins. Et puis comme on relève le niveau de la norme pour garantir la stabilité, eh ben la norme supérieure devient elle-même instable. On n'a jamais autant légiféré dans ce pays qu'aujourd'hui. Et pourtant, on a encore des gens pour nous demander de faire des lois, parce que si c'est dans la loi, ça ne bougera pas. Mais on a fait la démonstration que c'est faux. Donc pour que ça ne bouge pas, en fait, il faut revenir sur des lois plus simples et compréhensibles. Et si vous avez une loi qui dit « la France cherche à décarboner son système énergétique », et que ça ne bouge pas pendant 20 ans, mais là, on a de la perspective. Là, on a les moyens d'aller construire des stratégies industrielles. Alors, peut-être qu'il faut faire un peu plus précis que ça, mais il n'empêche qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller au pouillème de l'énergie osmotique dans la loi. Je dis ça, j'ai rien contre l'énergie osmotique. Mais enfin, il n'y a pas une usine qui marche, et pourtant, il y a toujours un député pour déposer un amendement sur l'énergie osmotique. Toujours. Le lobby est bon. Mais parce que c'est l'idée différente, c'est le truc qui va révolutionner. Ouais, pendant 10 ans, on a parlé d'hydrogène, bon, on n'a toujours pas d'hydrogène. Voilà, on va refaire la même chose avec l'énergie osmotique. Vous allez voir, c'est une énergie gratuite, illimitée, pas chère, qui est marqué osmotique dans la loi. Qu'est-ce que ça change? Donc il faut remonter en portée générale dans la loi. Et puis derrière, en fait, il y a un risque. Il y a un risque, c'est que la démocratie conduise à faire des choix différents. Enfin, ça, il y a des systèmes qui sont plus stables de ce point de vue-là. Hein. Voilà, c'est un choix de société aussi. Et c'est un risque. Mais c'est un risque qu'il faut maîtriser. Et peut-être qu'on n'a pas assez, dans le débat politique, d'acteurs de l'économie qui s'engagent dans le débat politique, d'entreprises qui font valoir leur point de vue dans le débat politique. Quoique, j'ai vu, c'est le patron de Safran qui a dit qu'il n'installerait plus d'usine
dans les communes écolos. Voilà. Enfin, oui, chers citoyens, vos choix ont des conséquences. Et pas seulement sur la mauvaise herbe qui pousse entre deux pavés. Voilà. Donc parce que la mauvaise herbe entre deux pavés, on est tous prêts à l'accepter, surtout si ça permet à chacun de justifier sa propre... Aujourd'hui, on voit énormément de grands patrons du CAC 40 qui défilent à l'Assemblée ou au Sénat. Est-ce que ça témoigne d'un manque d'existence de canaux transparents pour que les entreprises puissent échanger avec les décideurs? On sait que pour une entreprise, c'est facile d'avoir l'oreille d'un ministre. C'est facile de parler en off avec qui on veut. Et pourquoi pas, c'est du lobbying, vous en parliez tout à l'heure. Pour autant, connaître la position officielle de différentes entreprises, voire même plus largement de différentes filières, de différents secteurs, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Est-ce qu'on manque d'une plateforme d'échange, de débat pour sortir du tout commission d'enquête? En ce moment, c'est ce qu'il donne. Je pense que le problème des commissions d'enquête, c'est pas l'absence de relation entre les parlementaires et les chefs d'entreprise. Globalement, on y a accès. Pouyanné, à mon avis, il vient au moins une fois par mois à l'Assemblée nationale en ce moment, tellement il est convoqué. Non, le problème des commissions d'enquête, elles commencent à être dévoyées. Là, il y a 11 commissions d'enquête en cours. Parce que chaque groupe parlementaire a un droit de tirage sur une commission d'enquête une fois par an. Qu'on a plus de groupes parlementaires que jamais et que chaque groupe parlementaire veut sa commission d'enquête. Le problème de ces commissions d'enquête, c'est qu'elles sont dévoyées et qu'elles ne servent plus à l'objet qu'elles doivent servir. Pourquoi il existe des commissions d'enquête? Pour contrôler et évaluer l'action de l'État, du gouvernement. Et vous regardez les objets des commissions d'enquête tels qu'ils sont sortis cette année, elles ne s'intéressent absolument plus à l'action publique. Elles s'intéressent aux acteurs privés. Et en fait, c'est devenu des moyens pour faire le buzz, parce qu'on produit du contenu pour les réseaux sociaux, on mobilise un TikToker, parce qu'un TikToker a une star du porno sur TikTok, elle a 2 millions de followers. Eh bien, peut-être que je peux récupérer en tant que président de la commission d'enquête les 2 millions de followers si je convoque l'acteur porno à ma commission d'enquête et qui dit un truc qui me valorise. Bon, manque de peau, le député qui a essayé de faire ça s'est retourné contre lui. Il n'a pas fini dans le foyer. Et le problème des commissions d'enquête, c'est ça, c'est que c'est devenu un outil qui est dévoyé pour faire du buzz, pour s'ériger en leçon de morale, et plus pour contrôler l'action du gouvernement. Et ça, c'est vraiment la limite du système. Et encore une fois, c'est lié au fait que trop d'informations, circulation trop rapide de l'information, accès dérégulé et non médiatisé à l'information. Et tout ça crée ce dévoiement du système. Ces commissions d'enquête, il est urgent de les ramener à leur objet, qui est parce que à quoi ça sert d'auditionner des TikTokers ou des patrons d'entreprises qui vont fermer des qui vont vendre des boîtes, licencier, etc. Ok, mais elle est où la place de l'action de l'État quand on auditionne le patron de Total tous les 15 du mois sur qu'est-ce que vous faites au Mali? La question qu'un parlementaire doit poser à un chef d'entreprise, c'est quelles sont vos relations avec l'État? Où est-ce que ça ne marche pas? Comment on vous a contraint? Comment ça se fait que là-dessus on ne vous a pas interrogé? Etc. C'est ça le champ d'investigation d'une commission d'enquête. Et pas la stratégie de l'entreprise. Ça n'a pas sa place dans le débat au Parlement. On n'est pas là pour faire. On n'est pas là ni pour être procureur, ni pour être juge, ni pour être curé. Enfin, on n'est pas là pour juger de la morale, quoi. Peut-être pour rebondir sur la question du temps long et sur ces questions de commission parlementaire, dans votre commission sur la perte de compétences, il y avait finalement, il y a eu beaucoup d'échanges sur des décisions politiques qui ont été prises, par exemple contre Fessenheim, ou qui ont endormi une partie du nucléaire à une époque. Mais si on revient à une des causes aussi importantes qui a amené cette perte de compétences, il y a une décision technique très très forte, qui est cette grande réussite des années 80, avec un déploiement du parc nucléaire qui s'est fait à une vitesse incroyable, dont beaucoup rêvent aujourd'hui. Et finalement, la perte de compétences qu'on a eue à partir des années
2000, elle est aussi le résultat finalement de cette surcapacité qu'on a eue à l'époque. Et on comprend bien quand on regarde toute cette trajectoire passée que les décisions qu'on peut prendre à un moment peuvent avoir des conséquences pendant très longtemps ensuite, et qu'on est sur des filières qui ont besoin d'intensité, peut-être sur le nucléaire, et de stabilité sur les renouvelables, avec des questions de temps long qui nécessitent de regarder le rythme, qui nécessitent et bon, ça c'est des questions aussi techniques qui méritent à mon avis d'être... Il y a deux choses. D'abord, il y a la temporalité de la décision avec le mode de décision, c'est-à-dire l'élection. On est tous en quête de décisions qui produisent des effets rapides. Et ça, c'est une difficulté du débat politique, enfin du débat démocratique. Et puis après, et pas juste de la classe politique, c'est une difficulté du débat démocratique. Enfin, Est-ce que je peux me permettre, il me semble que c'est pas le succès du nucléaire qui a fait qu'il a perdu de sa superbe par la suite. C'est le fait qu'il y a eu un mouvement anti-nucléaire qui a fait qu'on a arrêté Superphénix et qu'on n'a plus parlé de cette industrie-là parce qu'elle était... parce que c'était caca, quoi. Donc on n'en parlait plus, il y avait les déchets et tout ça. Et, honteux, oui, voilà. Et donc, oui, bon. Enfin. Donc on s'est retrouvé... c'est une forme d'argument que tu as raison de me reprendre sur le vocabulaire, mais c'est une forme d'argument que je ressens bien dans ce que je vais exprimer. Donc, il me semble que c'est plutôt ça qui a arrêté le nucléaire, et c'est ce manque de vision stratégique autour d'une industrie qui nous a fait couler. Néanmoins, qui a fait couler le nucléaire par la suite, avec cet arrêt, cette perte de connaissances, de savoir-faire. Et puis, du coup, on peut se poser la question de comment on va retrouver cette possibilité-là. Par exemple, sur la filière à neutrons rapides, quand on voit le temps qu'il faut pour développer des technologies comme celle-ci, si on veut arriver à la produire dans une vingtaine d'années, il faudrait s'y mettre tout de suite. Il faudrait que les pouvoirs publics s'engagent. Et je pense que le rôle du politique, c'est de justement essayer de prévoir les choses avec un petit peu de vision. Et donc, est-ce qu'on veut avoir une vision non pas à 5 ans, ça n'existe pas dans l'énergie, surtout pas dans l'énergie industrielle. Et si on veut avoir une vision à 30 ans, est-ce qu'il ne faut pas mettre en branle des choses de ce type-là actuellement ? Et je pense que je partage le fait que sur le problème que la France a rencontré avec le nucléaire, il y a la place de la mobilisation antinucléaire qui n'a cessé de croître. Mais encore une fois, le problème c'est que l'alternance n'a pas conduit ceux qui changeaient la stratégie à assumer les conséquences de ce changement. Néanmoins, je partage quand même le fait que la fragilité, la possibilité de fragiliser cette stratégie nucléaire en France a été permise par le succès du plan nucléaire. Parce qu'en France, on ne se pose plus la question, on ne s'est plus posé la question jusqu'en 2022 et depuis longtemps, de la disponibilité de l'électricité. Et que du coup, c'était devenu un sujet dont plus personne en France ne se demandait s'il y avait de l'électricité en appuyant sur l'interrupteur ou si pendant la nuit, le congèle, il n'avait pas tout foutu à la poubelle parce qu'il s'était arrêté. Ça n'était plus une question. Et du coup, on a pu avoir ces débats de luxe en se disant, finalement, est-ce que si on remplaçait le nucléaire par ceci, on serait dans une situation de tension, voire de pénurie. La façon dont on en parle, elle serait un peu différente. On serait dans une situation d'explosion des cours internationaux sur un certain nombre de matériaux nécessaires à la production de panneaux solaires, nécessaires à la production de batteries. On discuterait du nucléaire autrement. Et cette abondance a aussi permis ce débat. Je le dis aussi de cette façon-là parce que dans la question du maintien des compétences, de construction, de conception, de construction, de maintenance et d'exploitation, c'est une préoccupation
très contemporaine de toutes les filières industrielles, pas que du nucléaire. J'ai pas mal rencontré les filières industrielles de la défense. C'est une vraie préoccupation en France. Et je crois que l'industrie entière se nourrit de ces réflexions sur les maintiens de compétences, le juste besoin, et peut-être qu'une des erreurs du plan Messmer, c'est d'avoir construit trop de centrales trop vite. Je le dis de façon un peu provocante, mais peut-être que le plan Messmer aurait dû, dès le départ, anticiper une rotation du parc, la nécessité de maintenir la compétence. Et ça, c'est quelque chose qu'on a acquis, des difficultés que toutes nos filières industrielles traversent ces dernières années, c'est qu'on se dit il faut réussir à créer du flux. C'était le discours que tenait Bernard Fontana depuis un certain temps à la tête de Framatome en disant moi, je ne veux pas construire beaucoup de centrales nucléaires, je veux construire des centrales nucléaires tous les ans. Et je trouve que c'est une approche qui est intéressante parce que, ouais, on va peut-être pas aller à l'optimum de l'optimum en matière de coûts parce qu'on va pas construire des séries énormes en un temps très ramassé, mais on va dans le temps réussir à maintenir la compétence et puis à stabiliser les coûts de production dans le temps. Vous avez parlé d'axes de progrès sur la responsabilité des politiques sur le fonctionnement des institutions, du Parlement, des commissions parlementaires que vous avez pris comme exemple. J'ai noté que vous avez un rapport de proximité avec l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous diagnostiquer ce qui pourrait progresser dans les institutions européennes, dans notre rapport à l'Europe? Et je me pose la question de est-ce qu'on a toujours eu une relation bien équilibrée avec l'Allemagne? Récemment, je crois que c'était un ministre suédois qui a fortement critiqué l'Allemagne sur ses choix énergétiques. Une critique aussi verte, publique, par les institutions françaises n'a pas été faite, je pense, au nom de la relation de diplomatie qu'on a avec l'Allemagne. Mais est-ce qu'on a une relation bien équilibrée avec l'Europe et avec l'Allemagne? Est-ce qu'il y a un enjeu sur notre souveraineté? Est-ce que, sans être anti-européen, on peut améliorer les choses? Alors, moi j'ai tendance à dire que le problème de la France et de l'Allemagne enfin de la France par rapport à l'Europe, c'est que les Allemands sont des pragmatiques là où nous sommes des romantiques. C'est que l'Allemagne utilise l'Europe comme un espace de défense de ses intérêts et la France utilise l'Europe pour faire de la poésie, pour défendre des grandes idées. La construction européenne pour les défenseurs de l'Europe en France est en soi une valeur suffisante pour être défendue, alors que du côté allemand, la construction européenne c'est bien, mais il faut que ça serve nos intérêts. À la conception de l'Europe, l'idée c'était de dire mettons nos intérêts en commun et on se chamaillera sur la défense de nos intérêts, mais comme ils seront communs, on sera liés. Je pense qu'il faut qu'on regagne un peu en pragmatisme de ce point de vue-là. C'est en cours. Je crois d'ailleurs que notre commission d'enquête, elle a un peu changé les choses à ce niveau-là en ressuscitant quelque chose qui avait existé dans les années 2010, notamment sur le nucléaire, cette coordination des pays européens pro-nucléaire, à laquelle l'Allemagne a commencé à assister la semaine dernière. Puisqu'il y a quelques changements politiques en Allemagne et que les choses qui changent. Donc oui, on s'est trop laissé faire, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de stratégie globale de pénétration des institutions. N'importe quel politique français aller à Bruxelles, c'est une punition. N'importe quel haut fonctionnaire français aller à Bruxelles, c'est une punition. Alors qu'en Allemagne, ils ont des vraies stratégies de carrière. Et Bruxelles, c'est pas plus près de Berlin que de Paris, hein. Mais un Français doit aller à Bruxelles, c'est bienvenue chez les ch'tis, quoi. Et ça, c'est notre problème avec l'Europe. On ne pénètre pas assez les institutions. Parce qu'après, une fois qu'on y est, celle où on est, on arrive plutôt à bien tenir nos positions. Et une fois qu'on se mobilise, on arrive plutôt à bien tenir nos positions. Pour le reste, la souveraineté, aujourd'hui, c'est le bon choix et la bonne maîtrise de nos dépendances. Et l'Europe, c'est les bonnes dépendances. Moi, je préfère 10 000 fois dépendre de l'Allemagne que de dépendre de la Chine. Et on sait que la France n'a plus
compte tenu des enjeux de standardisation, de massification, n'a pas la taille nécessaire pour être compétitive dans la compétition internationale. On a besoin d'un marché plus grand. Et si la France est forte aujourd'hui, c'est parce qu'on a le marché européen. Si l'Europe est écoutée, c'est parce qu'on a le premier marché de consommation au monde. Donc c'est notre vraie garantie de souveraineté, c'est ce marché. Personne ne veut casser notre marché, parce que tout le monde en bénéficie dans le monde. Donc évidemment que ça concourt à notre souveraineté. Par contre, il faut qu'on identifie mieux nos choix, qu'ils soient plus clairs, et qu'on explique. Moi, je n'ai pas de difficulté à dire qu'il y a des contreparties au niveau de la construction européenne, mais on va se dire qu'on va monter une filière européenne du nucléaire, elle sera française. Parce que c'est là franco-italienne. Allez, ils ont des forges dans le nord de l'Italie qui nous seront utiles. Nous, on n'en a plus. Franco-italienne, du nucléaire, c'est le parti pris. Par contre, pour les turbines éoliennes, ma foi, on les achètera à Siemens en Allemagne. Est-ce que c'est vraiment grave si on ne fabrique pas les turbines éoliennes en France ? Est-ce que c'est vraiment grave si, du coup, on oblige les Tchèques d'acheter des centrales nucléaires françaises ? Donc on peut avoir ce genre de partition. Alors après, la difficulté au niveau européen, c'est que les grandes histoires industrielles européennes, elles sont françaises. Les deux grandes histoires aérospatiales, industrielles, les deux grands succès industriels européens, que sont Airbus et Ariane, c'est des histoires françaises. Alors c'est du coup un peu compliqué parce qu'on est toujours un peu les donneurs de leçons, ce grand pays de machines-outils qu'est l'Allemagne. Finalement, les deux grandes aventures industrielles européennes qui ont vraiment marché, elles sont françaises. Sur l'EPR, il y a un passif avec Siemens aussi. Sur l'EPR, on a un petit passif avec Siemens. Donc est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de faire... Alors, juste sur l'EPR, enfin, on a un passif avec Siemens. L'EPR, c'était surtout un outil qui avait vocation à ne jamais être construit. Hein? Non mais c'est pour ça que c'est un échec, c'est-à-dire qu'on a construit un truc qui avait été conçu pour ne pas être construit. Donc est-ce que ça veut dire que vous faites un plaidoyer? Je ne sais pas. Pour la construction. Ah oui, non mais justement, on a construit un truc qu'on n'aurait pas dû construire. Le PR, c'est quoi? C'est une stratégie de maintien de compétences. On maintient la compétence conception de réacteurs. Mais comme on n'en construit pas, à la fin, ça devient une dérivée. Puis c'est la dérivée de la dérivée. Et puis tiens, si on faisait encore plus sûr que la version précédente. Et tiens, et si on mettait une 5e redondance au système de sécurité. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Mais c'est mieux d'en avoir 5 que 4. Et ça a donné l'EPR. Donc on fait l'EPR2 maintenant. Alors on aurait dû l'appeler autrement que PR2 parce que du coup c'est compliqué dans le débat, mais le PR2 c'est quoi? C'est revenir à un truc où on vire le 5e circuit de redondance et on réfléchit si on peut virer le 4e et puis on fait plus simple et peut-être un tout petit peu moins puissant si ça permet de faire plus simple. Moi, je vous ai entendu parler juste avant des raisons pour lesquelles notre politique énergétique a été un petit peu sabordée depuis la fin des années 90, disons. Vous parliez de notre descente en compétences sur la filière énergétique en général et celle nucléaire en particulier. Et j'ai vu que vous avez cité donc le plan Messmer, l'euphorie qu'on a eue à la fin du plan Messmer et éventuellement son manque de transparence, ainsi que les idéologies antinucléaires. Moi, je me rappelle quand vos commissions se tenaient lieu, là, j'avais vu le passage assez médiatique de Yves Bréchet, notre ancien commissaire à l'énergie atomique. Et il disait, de manière pas forcément très sympa, que les conseillers, la technocratie que vous citiez tout à l'heure, enfin la technicité, hein, qui était chargée de mettre en application les lois, au final, même s'ils avaient un diplôme d'ingénieur en bonne et due forme, ce qu'ils n'avaient pas tout le temps d'ailleurs, ils pouvaient conseiller. Il y avait un certain effet de cours autour des ministres, il y avait des effets de cooptation qui faisaient que, au final, on se retrouvait avec des gens qui préféraient dire aux ministres qu'ils avaient envie d'entendre plutôt que la vérité scientifique. Bon, Yves Bréchet, il appelait ça des ingénieurs plantes vertes, je ne sais pas si c'est le terme consacré, mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qu'on fait à propos de ça? Parce que finalement, c'est là que la décision s'est prise depuis un certain temps. Mais je redis, c'est repositionner la responsabilité du politique et donc sa liberté de faire des choix alternatifs. Parce qu'il ne faut pas non plus négliger le fait que dans la décision politique, une partie de la technocratie empêche le choix alternatif. Et que le boulot de la technocratie, c'est d'instruire
le choix alternatif. Même s'il y en a un qui peut paraître absurde, il faut l'instruire jusqu'au bout. Et moi, c'est en ce sens, par exemple, que l'instruction du scénario 100% renouvelable par RTE est intéressant. On veut un scénario 100% renouvelable, ok, on l'instruit. C'est une possibilité qui est donnée aux politiques. Ça ne doit surtout pas être interdit aux politiques de choisir le 100% renouvelable. Donc, il faut correctement instruire ses conséquences. Et quand on a correctement instruit les conséquences, on se rend compte qu'on ne va peut-être pas faire ce choix-là. Je vous donne un exemple beaucoup plus concret. Je suis conseiller départemental chez moi. Depuis 2015, on est confronté à un certain nombre de restrictions budgétaires. Je suis élu dans une vallée. Et au fond de la vallée, il y a un collège qui n'avait pas été rénové depuis 50 ans. Et un de mes grands projets politiques, au-delà de la construction de centrales nucléaires, c'était la rénovation de ce collège. Donc on a élu avec ma binôme, arrivent les contraintes financières. Et l'administration RAL a lancé les marchés pour la rénovation de ce collège qui devait pourtant avoir lieu. Je dis ok, étudions les alternatives. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? La fermeture du collège, ok, on étudie la fermeture du collège. Le redimensionnement du collège, ok, on redimensionne. Situation actuelle, on étudie 3 scénarios. Ma binôme s'est beaucoup énervée. Elle dit non, on ne peut pas étudier la fermeture du collège. T'imagines, dans la vallée, si on leur dit on va fermer leur collège, ça va mal se passer, etc. Je dis on l'étudie, c'est pas pour ça qu'on ne va pas la choisir. L'étude de l'hypothèse fermeture du collège a conduit à ce que l'administration comprenne qu'elle était obligée de rénover le collège. Parce qu'il n'y avait pas d'issue à une situation où on fermait le collège. Vous ne comprenez peut-être pas l'exemple, mais il faut bien comprendre que c'est une vallée. Voilà. Donc, il faut aussi que l'administration accepte d'instruire ce qu'on lui demande. J'insiste. Parfois, il y a des formes de réticence qui s'installent. Ouais. Mais je comprends, mais je ne comprends pas vraiment en quoi ça répond à ma question en fait. Enfin, moi ma question c'était plutôt comment. Ouais, peut-être. Comment fait-on pour éviter des effets de cours assez invraisemblables dans les conseillers, les politiques, les ministères et faire en sorte que ce truc ne fonctionne pas en vase clos? Alors pour éviter les effets de cours, on demande aux ingénieurs d'espérer ne pas faire carrière. Je sais pas, je lance des pistes, des propositions. Aux énarques aussi. Aux énarques, non mais aux énarques évidemment. Enfin, oui, non, là on est dans une école d'ingénieurs, on est là pour susciter l'émulation dans l'école d'ingénieurs. Pourquoi il y a un effet de cours? Parce que le politique il a un pouvoir de nomination. Si le politique n'avait pas de pouvoir de nomination, il n'y aurait pas d'effet de cours. Mais on donne le pouvoir de nomination à qui, si ce n'est le politique? Au DRH du corps des mines? Surtout pas. Ah, voilà. Parce que si on le donne au DRH du corps des mines, là, tous vos problèmes que vous réglez en soirée de promo, là, où vous allez peut-être... ils vont régler votre carrière. On a une question de la fin si je peux réagir. de la part du directeur de l'école. Non, mais je l'ai bien pris pour moi. Je n'ai pas de doute que monsieur le député le sait. Et je reste à ma place. Mais non, simplement dire que justement, une des devises informelles de l'école dont parlait souvent Claude Rivlin, qui est un prof qui est mort l'année dernière, mais auquel on rendait hommage, c'est d'être... fier devant les chefs et humble devant les faits. Ce qui est une autre manière de dire que c'est pas mal en tant qu'ingénieur d'être celui qui dit « Désolé monsieur le ministre, mais ça non, c'est pas vrai ». Et du coup, ça m'amène à vous poser 2 questions, peut-être en conclusion. Peut-être la question de comment un politique change d'avis. Parce que il y a un peu 2 types de discussions. Il y a des discussions où on essaye de faire prospérer son point de vue et on voit bien dans les débats qu'on s'adresse assez peu à l'autre. On s'adresse souvent au public pour essayer de le capturer. Donc, c'est quoi ces moments peut-être plus intimes, peut-être plus serrés, peut-être plus secrets, peut-être plus informels? À quel moment ça se passe, quoi? À quel moment on bouge? Parce que cette invention, une autre manière de le dire, c'est cette invention propre du politique. Comment ça se passe? Que vous pourriez nous donner un exemple ou 2 de ça? Et puis, j'ai envie de vous demander aussi le fait individuel par rapport au fait collectif. Parce qu'il y a eu rajeunissement, mais il y a eu aussi très forte atomisation, très forte individualisation des carrières politiques, vous l'avez dit. Et donc,
est-ce que les effets de groupe continuent à exister? Est-ce que c'est une liberté qui est conquise? Est-ce que c'est une perte d'influence de chacun? Enfin voilà, cette question de comment est-ce qu'on fait prospérer une idée, qu'on soit élu d'ailleurs ou qu'on soit engagé en politique. Je vais commencer par la deuxième. Je pense que l'effet de groupe existe encore et de façon peut-être encore plus forte aujourd'hui qu'hier, du fait de l'accélération du renouvellement. C'est sûr, si on regarde le socle commun, on a le sentiment d'une atomisation et voilà, il y a une concurrence de leadership au sein du socle commun qui conduit à l'atomisation. Par contre, le phénomène politique du moment, ce n'est pas le socle commun. Le phénomène politique du moment, si on prend un tout petit peu de recul, ça s'appelle Rassemblement national et ça s'appelle France insoumise. Et la repolitisation du pays, elle est en train d'arriver par le Rassemblement national et la France insoumise. Qui, contrairement peut-être à ce qu'on a vécu pendant 20 ans, n'ont pas l'idéologie honteuse. Pour répondre à la question d'origine. Donc le phénomène de groupe, il existe et il est massif. Hier soir, il y avait 76 députés RN, un lundi soir, sur un texte qui n'a pas vocation à aboutir pour voter, juste sur des positions de principe, sans effet juridique ou quoi que ce soit. Donc oui, l'effet de groupe, il existe. 2017, il a existé, mais plus. On a eu zéro contestation au sein de la majorité En Marche de ce que faisait le président de la République, parce qu'il a constitué des équipes de parlementaires qui étaient des néophytes. Moi, j'aime bien rappeler l'époque où j'étais jeune militant de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui est l'hyper-président par essence, avait à l'Assemblée nationale un président de groupe qui s'appelait Jean-François Copé et qui allait aux 20h de TF1 dire « Monsieur le Président de la République, il faudra faire de la co-construction législative avec le groupe parlementaire ». Jamais on n'a entendu un président du groupe En Marche tenir de tels propos vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Jamais. Et pourtant, c'est Sarkozy qui porte l'image d'un hyper-président. Parce que Sarkozy, il a dû faire avec des équipes qui étaient des équipes installées, solides dans les territoires, formées, que Macron a construit. Donc, au sein des dynamiques de groupe, il y avait des rapports de pouvoir internes qui repositionnaient les décisions. Et puis derrière, quand il y a un rapport de pouvoir interne, ma foi, on a son espace de discussion, son espace de rapport de force, et puis derrière, on accepte la règle du jeu, on se tient à la discipline de groupe. En Marche en 2017, le RN aujourd'hui ou LFI aujourd'hui, ça n'a pas du tout les mêmes logiques. Là, on a de la culture du chef. Le chef décide, on fait. Ce n'était pas le cas au Parti socialiste ou à l'UMP, LR, historiquement. Donc, dynamique de groupe, oui. Néanmoins, atomisation du bloc central, parce que quête de repositionnement, et ça va continuer. Ça va continuer. La séquence des municipales à venir va être une poursuite de cette atomisation, et il y aura une recomposition de ce bloc après 2026, pas avant, en réalité. Sur comment on change d'avis, je crois que c'est une question qui est très difficile. Et je pense qu'elle a au moins deux ressorts. Il y a un premier ressort qui n'est pas intime. Il y a un premier ressort qui est purement politique. Le Rassemblement national est devenu pro-nucléaire. Voilà. Non mais cassons un mythe, hein, il ne l'était pas. En 2012, Marine Le Pen considérait que Fessenheim était dangereuse et qu'il fallait absolument la fermer. Donc quand on tient ces propos, on ne peut pas se dire qu'on a historiquement été un parti pro-nucléaire. Mais aujourd'hui, il paraît que c'est le seul parti qui a toujours défendu le nucléaire. Parce que l'opinion publique est devenue favorable au nucléaire. Et que si vous voulez connaître l'opinion publique, vous regardez ce que dit le RN, globalement, ça colle, quoi. Et puis dans 2 ans, si l'opinion publique a changé, on regardera ce que dit le RN aura changé d'avis aussi. Mais alors comment l'opinion publique change d'avis ? Et moi, une de mes grandes satisfactions dans la commission d'enquête que j'ai présidée, c'est d'avoir accompagné, éclairé et solidifié une bifurcation de l'opinion publique sur la question énergétique. En 2022, la crise énergétique, parce que la France a été confrontée à un problème qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, à savoir le risque de pénurie,
l'opinion publique s'est réintéressée à la question et a changé d'avis. Et elle a changé d'avis parce qu'elle était confrontée à un risque auquel elle n'était plus confrontée depuis longtemps. Et l'existence de cette commission d'enquête, elle a permis d'accompagner ce changement d'avis de l'opinion publique et de solidifier et d'ancrer ce changement d'avis de l'opinion publique de façon un peu stable, allez, disons pour la décennie qui est devant nous. Soyons humbles, je ne pense pas plus, mais disons la décennie qui est devant nous. C'est quand même sur des grands sujets stratégiques à ce rythme-là que l'opinion publique change. Donc là, on a un travail de politique qui a conduit à façonner l'opinion publique. C'est de la politique. Après, il y a l'intime. Il y a l'intime de la vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des profils très différents dans l'hémicycle. Et c'est ce qui rend certains débats très difficiles. Je pense à des débats qui sont immédiatement identifiés comme sociétaux. On a débattu de la fin de vie il y a peu de temps. C'est des sujets sur lesquels tout le monde va à un moment ou un autre changer d'avis. Pas forcément pour aller dans un sens. Je ne crois pas que sur ces sujets-là, il y a un progrès inévitable et le sens de l'évolution des positions est à voie unique. Je pense qu'on peut faire des allers-retours parce qu'on est confronté à des expériences de vie. Voilà. Et puis après, il y a les rencontres, les échanges. Moi, j'adore, ça c'est très, très personnel, j'adore confronter les idées, challenger. Et puis, bon, à un moment donné, on dit, OK, bon, mon raisonnement est limité à cet endroit-là. C'est dur à admettre, je vais y réfléchir, quoi. Mais ça ne se fait pas forcément publiquement, et tant mieux, parce qu'on est là et c'est quelque chose qu'il nous faut réapprendre dans un système de démocratie représentative. Et je m'exprime donc quand je vote à l'Assemblée nationale en tant que député, ès qualité, mais aussi intuitu personae. J'ai un mandat personnel de représentation et ce que j'exprime, je l'exprime dans le cadre de mon mandat, mais en fonction de mon opinion personnelle et j'ai pas de mandat impératif. Je ne vais pas dans ma circonscription faire des micro-référendums locaux qui vont définir ma position. Il y a des hurluberlus dans les députés actuellement qui font ce genre de choses. Mais c'est la fin de la démocratie représentative. Un vrai référendum, c'est tous les Français s'expriment. Il n'y a pas de mandat impératif. On s'exprime, on est responsable de notre décision. Et ce qui marche dans le système représentatif, c'est aussi qu'on s'exprime responsablement en fonction de ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on s'est construit comme opinion. Et il faut le préserver, ça. Il ne faut surtout pas se dire qu'on est là pour exprimer l'avis de la majorité de nos électeurs. Pas du tout. Pas du tout. On est là pour, ensemble, construire une démocratie représentative, donc incarnée par des personnalités qui s'expriment intuitu personae et ès qualité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. C'est l'équilibre de la démocratie représentative. C'est aussi quelque chose sur quoi on a voulu sûrement trop jouer. J'ai ouvert cette soirée sur l'exemple d'une PPL qu'on discute en se disant, en fonction de la façon dont on la discute, on va peut-être faire un décret. Quand on a depuis 15 ans créé des organes consultatifs dans tous les sens, qui chacun se crée des légitimités, dans lesquelles on met en fin de compte pas n'importe qui, c'est généralement les gens qui ont perdu les élections, à la fin, on crée aussi un problème démocratique. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui sont élus. Ils exercent leur responsabilité en votant et en assumant les conséquences de leur vote. Merci, monsieur le député. C'était le mot de la fin. Merci à vous. Et un grand merci à l'école pour avoir permis l'organisation de cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.